Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Glézal, responsable du style chez Made in Design, ce site de vente en ligne qu'on ne présente plus et qui travaille depuis 20 ans maintenant avec les plus grandes marques de design, que ce soit en mobilier, luminaires, objets déco. Pour eux et pour plein d'autres auparavant, comme Marie-Claire Maison, Hermès ou Isabelle Marant, Pauline déniche des pépites et crée des décors ou des scénographies pour des shootings photos, des corners ou des événements qu'ils peuvent organiser. En parallèle de cette carrière de scénographe, Pauline Glézal tient une chronique sur les tendances dans l'émission Teva Déco. Un parcours et un profil atypique et donc forcément intéressant. Bonjour Pauline. Salut Hortense. Tu es responsable du style Made in Design, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Alors, c'est un métier qui est assez complet, on va dire, parce que je fais beaucoup de choses très intéressantes et liées du coup au style. Le style, c'est quoi ? C'est l'image de marque, mais chez Made in Design, c'est aussi le chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, un produit, c'est pas seulement un beau produit qu'on va mettre sur un site pour l'image qu'il va donner à la marque, mais c'est aussi un produit qui va potentiellement se vendre et faire que la boîte va marcher. Donc, c'est vrai que c'est cette double facette qui me plaît pas mal, qui est assez complémentaire. Donc, mon travail en termes de style, c'est de faire des rendez-vous avec nos acheteuses, avec les fournisseurs, donc les agents de marque ou les marques et de choisir en fait dans leur catalogue de nouveautés des produits qu'on va intégrer à notre catalogue online. Donc mon autre travail est aussi celui de mettre en scène les objets, donc dans des boutiques physiques, parce qu'on a des boutiques, on va en ouvrir d'ailleurs pas mal avec le printemps. Donc c'est un travail qui est assez intéressant parce que comment faire vivre plusieurs marques, plusieurs styles de produits, comment aménager un espace avec ses contraintes dans un shop, parce qu'en fait c'est des corners, je veux dire au printemps c'est un grand magasin, et donc comment faire vivre un espace Made in Design au sein d'un autre espace. Donc voilà, donc ma qualité de styliste intervient aussi en termes d'aménagement d'espace. Mon autre travail est aussi celui d'avoir disons plus un travail de direction artistique, donc c'est-à-dire lorsqu'on fait des collabs avec des marques, avec des designers, ou par exemple qu'on fait une collection particulière avec telle marque, voilà, une exclusivité Made in Design. Donc je vais réfléchir main dans la main avec notre fournisseur à quel produit, quel matériau, de quelle façon. Donc il y a tout un côté aussi très lié à la communication et au marketing sur lequel j'interviens. Et j'ai un gros travail aussi donc avec la presse. Donc là encore, ça rejoint l'image de Made in Design, parce qu'en fait, je sélectionne des produits qui potentiellement vont être relayés par la presse. Et ça, c'est assez intéressant de se dire que moi, je crois à fond dans un produit, il va avoir plein de presse, et de voir finalement si les journalistes sont réceptifs ou pas à ça. Donc, chez Made in Design, j'organise 3 fois par an des présentations presse. Donc, en général, c'est lié à des moments. Il y a 3 temps forts. Il y a la rentrée, Noël et l'été. Et donc là, c'est vrai que je m'éclate parce qu'en gros, je crée des scénographies. Donc, c'est très éphémère, ça dure une journée. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais c'est super parce que j'essaye de faire vivre ensemble des nouveautés et des marques très différentes. Alors justement, ces nouveautés, ces produits que tu repères, tu fais des recommandations aussi aux acheteurs ? Oui, tout à fait. Je travaille vraiment en étroite collaboration avec notre service des achats. Parce qu'eux, ils sont en relation directe avec les marques, c'est eux qui passent les commandes, etc. Et moi, je les accompagne vraiment sur la partie stylistique. C'est-à-dire que suite à Maison et Objets et au Salon de Milan, par exemple, donc je fais un énorme document avec plein de planches tendances, avec plein de produits que j'ai vus et qui rentrent dans les catégories des tendances que j'aurais décryptées. Et je leur envoie le doc. Et
ensemble, ensuite, on fait la sélection marque par marque des produits qu'on va retenir parce que ça rentre dans ces catégories de tendance. Est-ce que parfois tu proposes des produits, des idées qui ne sont pas retenues parce que est-ce qu'on te fait confiance que parfois quand on est un peu avant-gardiste, quand l'œil n'est pas encore habitué à certaines propositions, on peut avoir des doutes? Tu as quelqu'un qui valide aussi pour toi ou Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce qu'on me fait quand même très confiance. C'est sûr que Catherine, avec qui je m'entends très bien, donc qui est la fondatrice de Made in Design, elle est toujours là pour plus ou moins valider lorsqu'il s'agit d'un sujet assez important, je dois dire. Après, elle me fait vraiment confiance sur la sélection des produits. Elle a des coups de cœur, évidemment, dont elle me fait part et évidemment, on va en discuter. On va en discuter avec le service des achats et on va sélectionner évidemment les produits qui lui plaisent parce que ça reste quand même la partie agréable du boulot. Évidemment, pas toutes les idées sont retenues parce qu'on se rendra compte que c'est un produit qui est quand même très cher, par exemple, et qui fonctionnera très bien auprès de la presse, mais qui ne se vendra pas. Donc, la question est de savoir si on le référence quand même simplement pour notre image ou pas. Très souvent, je me bats pour ça parce que je suis une amoureuse des objets et quand j'ai un coup de cœur, j'ai vraiment envie de pouvoir le partager et j'ai vraiment envie de pouvoir... l'idée première de Made in Design, c'était de démocratiser le design, donc de rendre accessible le design à tous grâce à l'e-commerce. Et j'aspire vraiment à ça. Je me dis, j'ai flashé sur une pièce, je suis sûre que dans le monde ou au moins dans la France, dans un périmètre proche, il y a quelqu'un qui sera ravi de pouvoir se l'offrir. Vous mettez constamment en ligne des nouveautés. Tu disais que c'est toujours pile dans l'air du temps, c'est le meilleur de ce qui existe en design. Comment vous trouvez ces pépites? Quels sont les critères de sélection? Alors, déjà, on aime bien proposer des nouveautés. Donc, on a des éditeurs iconiques avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Donc, il y a les éditeurs italiens. Et je pense que ça, c'est vraiment la force de Made in Design. C'est qu'on a des très, très jolies marques, des marques iconiques. On a aussi tous les Danois qui ont vraiment su démocratiser le design avec la notion, ce concept du lifestyle et du vivre la maison avec des produits très accessibles, etc. Donc, en fait, la sélection se fait assez simplement parce que déjà, je suis sans arrêt dans des salons professionnels, je suis sans arrêt sollicitée par des marques, par des nouvelles marques aussi. Donc, on vient nous voir, mais c'est aussi moi qui vais me cultiver tout le temps. Je vais sur des sites spécialisés, je vais voir des présentations presse. C'est l'avantage en fait de ma double casquette de travailler aussi pour Teva Deco, c'est que je suis constamment sollicitée par des bureaux de presse pour aller voir des présentations et j'essaye d'y aller justement pour me nourrir. Je suis très curieuse, donc je navigue sur Internet, sur des sites. Donc en fait, c'est un travail constant de prescription, de nourriture en fait. Voilà. Est-ce que tu sais ce qui se vend le mieux sur le site ? Bien sûr. Vous avez des bestes. On a des algorithmes qui sont très bien faits, qui nous permettent de voir quels sont nos bestes. Et actuellement, on a la Pipistrello, indémodable, grand classique du design italien. C'est la caution bon goût, j'ai envie de dire. On a la suspension Vertigo de Constance Guisset pour petite friture, qui pareil est un énorme carton. C'est vraiment la suspension hyper légère, graphique, qui habille en fait un plafond. Et Constance nous raconte son histoire dans l'épisode 4, je crois, de Décodeur, si ça intéresse. C'est parfait, voilà. Comme ça, tout est lié. Et je dirais, en troisième best, on a la Master de chez Cartel. Grande icône aussi du design italien. Et toi, est-ce que tu as des coups de cœur sur le site, des marques que tu aimes particulièrement ? Ah non, mais moi, je suis une amoureuse de l'objet, donc j'ai des coups de cœur au quotidien. J'aimerais tout avoir, mais heureusement, on a un showroom qui bouge énormément, donc je peux m'approprier de façon plutôt éphémère, mais régulière, des produits. Donc là, si j'ai un gros coup de cœur que j'ai présenté à la dernière présentation presse, c'est la table Bizel de Patricia Orchiola pour Glass Italia. Donc c'est une prouesse technique, je dirais. C'est une table en cristal qui est formée par plusieurs layers de verres de couleur. Et en fait, chaque couleur associée l'une à l'autre, superposée,
crée la dernière couleur qui est un espèce de marron qui est vraiment très joli et très dans l'air du temps. Et c'est un objet qui vit en plus avec la lumière parce qu'il crée des reflets magnifiques au sol. Et c'est presque une œuvre d'art en fait. Vous avez été racheté par le Printemps il y a quelques semaines. Pourquoi ce rapprochement? Ça va changer quoi pour vous? Alors, plus qu'un rachat, on parle de synergie chez nous, parce qu'en fait, c'était une vraie rencontre. Paolo et Catherine, donc Paolo du Printemps et Catherine de chez Made in Design, se sont rencontrés. Ils ont eu un vrai coup de cœur l'un pour l'autre, aussi bien, je dirais, au niveau business, parce que Catherine, c'est une passionnée de design, mais c'est aussi une vraie businesswoman, quoi. Elle a créé quelque chose de super. Et Paolo a vraiment trouvé chez Catherine cette personne passionnée de design et a trouvé chez Made in Design, je dirais, une vraie expertise. On a un catalogue vraiment très très fourni, très éclectique, avec beaucoup de marques très différentes. On couvre différentes offres. On a des offres, une offre accessible vraiment pour tout le monde, une offre très pointue, premium. Et puis surtout, on a tout ce que les gens ne voient pas. C'est un stock qui est très très bien fait donc à Grenoble, là où se situe notre siège. Donc un stock qui est fourni en permanence. Enfin, donc les pièces sont disponibles, livrables partout en France et partout dans le monde, dans des temps records. Et on peut surtout livrer une table en marbre qui mesure 3 mètres de long et qui pèse je ne sais pas combien de kilos, et un tout petit accessoire déco qui peut être livré par Chronopost. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment ça aussi qui allait chercher le Printemps chez nous. Donc l'expertise design et l'expertise en termes de logistique. Ouais. Et nous, chez le Printemps, qu'est-ce qu'on acquiert? C'est le luxe. C'est vrai que c'est une très belle maison. C'est des boutiques dans toute la France, dans le monde entier même. Donc c'est vrai que ça représente un vrai développement. Et pour notre image, c'est super. À la base, tu es scénographe. C'est un métier qui consiste en quoi? Alors, là, change tout à fait de Oui, non, mais il n'y a pas de problème. La scénographie, c'est un très joli mot, en fait, pour dire que d'un concept, on crée un décor éphémère. En fait, on part d'une idée et on essaye de réaliser cette idée et de la faire vivre dans un espace avec ses contraintes. Quelle est la différence avec le stylisme? Alors, le stylisme, je dirais que c'est plus de l'accessoirisation. On vient décorer un lieu ou un set déjà existant. La scénographie, c'est vraiment global, c'est-à-dire qu'on projette un espace, on construit des murs, on crée aussi des assises. Enfin, moi, il m'est arrivé de dessiner un décor. Voilà, on imagine tout un décor. J'ai dessiné du mobilier, voilà, donc c'est énorme. Ok. Donc, le set design, tu en parlais, c'est la scénographie de photos. Alors, le set design, c'est en fait la création de décors pour des photoshootings. D'accord. Voilà. Et il y a le props stylisme. Et le prop stylisme, c'est en gros le mot anglais pour dire le stylisme. Et props, c'est accessoire. Donc en anglais. Donc en gros, le prop stylisme, c'est quand tu viens accessoiriser un décor. Donc tu viens apporter par exemple une chaise pour asseoir une mannequin dessus, par exemple, ou une jolie table pour poser un sac. Voilà, ça, c'est du prop stylisme. Donc, on est souvent plus dans la nature morte. Et en revanche, le set design vient accompagner, je dirais, plus la mode. Donc ça, c'est une des facettes de ton métier. En fait, quand on voit une photo déco ou mode dans un magazine, elle a été mise en scène. Quels sont ces détails, justement, qu'on ne voit pas? Sur quel élément, toi, tu travailles? Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, effectivement, quand on feuillette un magazine, on ne s'imagine pas que parfois un décor est complètement factice. Et qu'il a été construit en une matinée pendant que la mannequin se faisait maquiller et coiffer. Donc ça va très vite, mais c'est assez ça. C'est ça qui est assez stimulant d'ailleurs, hein, c'est l'adrénaline et le fait que ça soit éphémère, que tout disparaisse au bout d'une journée. Donc c'était quoi le début de la question? Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on voit pas? Ce qu'on voit pas déjà, c'est tous les supports qui permettent de maintenir les fonds de décor, ce qu'on appelle fonds de décor. Donc, ce sont les murs, les parois. Ce qu'on ne voit pas, c'est le temps que j'ai passé à patiner un mur avec une peinture ou à coller un papier peint. Ce qu'on ne voit pas, c'est les plissages d'un rideau avec des pinces de lumière, en fait, qu'on utilise pour accrocher les lumières. Ce qu'on ne voit pas, c'est les rouleaux de moquette. C'est toutes ces petites choses où en fait... on zoome beaucoup dans les photos. Et toi, tu vas apporter des éléments pour finaliser la photo, en fait. C'est ça. Donc, je vais m'occuper aussi bien donc, de
du set design, donc c'est ça, donc les rideaux, le mur, le fond, le sol, et du prop stylisme qui est en fait d'apporter du mobilier, des accessoires déco. Donc ça, c'est souvent, je fais appel à des marques. Et donc c'est là où Made in Design, pour moi, c'était un vrai outil de travail, hein, parce que ça me permettait de proposer du coup à mes clients des produits que je pouvais ensuite sortir assez facilement, parce que chez Made in Design, on facilite vraiment les shopping press, parce que c'est une jolie façon de faire de la pub. Et sinon, je faisais aussi beaucoup de Chine et de location. Voilà, Le Bon Coin était mon meilleur ami. Tu as fait aussi des vitrines de magasins. C'est Oui. encore une autre approche. Comment on travaille un décor de vitrine ? Alors, un décor de vitrine, c'est très compliqué à travailler parce qu'il y a énormément de contraintes. Il y a une contrainte d'espace, une contrainte du fait qu'il n'y ait pas Photoshop derrière, donc tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Tu n'as pas le droit au petit fil qui dépasse ou au bout de scotch. Voilà, il faut vraiment que tout soit parfait. Il y a une contrainte aussi d'installation, parce qu'il faut être coincé entre 1 mètre de large sur une échelle pour accrocher le décor. Mais c'est assez chouette, en fait, parce que quand tu te balades dans la ville, tu vois ton décor dans plusieurs vitrines. Quand ça s'éclaire la nuit, c'est super magique. Voilà, c'est vraiment autre chose parce que c'est un peu plus pérenne aussi. Donc, je dirais que ça rentre presque dans quelque chose d'encore plus manufacturé. C'est vrai que moi, mon appartement se transformait en atelier quand je devais faire des prods pour Bache, par exemple. C'est une marque pour laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je travaillais énormément avec mes mains. Donc, j'étais un artisan presque. Et puis après... Voilà, c'était des voyages, même dans l'Europe pour aller installer des vitrines. Donc c'était super, c'est un super travail, mais c'est un boulot qui n'a rien à voir. On n'est pas dans l'éphémère en fait, même si une vitrine est éphémère. Oui, parce que la photo de cette design juste avant, tu peux mettre une demi-journée à la préparer et après c'est terminé. Et après on casse le set, voilà, c'est ça. Et quand tu fais des pop-up stores ou des expositions, comment tu travailles avec tes clients ? Tu as un brief précis ? Quel est le procédé créatif quand tu imagines un espace ou quand tu le fais pour Made in Design d'ailleurs ? Ouais. Alors en général, le client vient me chercher avec un brief. Et ce qui se passe, c'est que tout de suite, en fait, je vais voir le lieu et que, en fait, c'est assez magique ce qui se passe parce que j'arrive très bien à visualiser la 3 dimensions dans l'espace. Et en général, quand je vois un lieu, j'ai le brief dans la tête. Et tout de suite, j'imagine plein de choses. C'est comme ces livres d'enfants, les pop-up, en fait, ou SketchUp, par exemple, ce logiciel de 3D. Voilà. Tout de suite, en fait, j'imagine plein de choses. C'est assez magique. Voilà, j'ai l'imagination qui fuse. J'imagine tout de suite plein d'idées. Et pof, je rentre chez moi, je me mets sur mon ordi et je commence à faire des planches tendances, déjà pour amener l'idée. Je travaille évidemment sur des sketchs. Je fais beaucoup de croquis pour déjà, moi, comprendre comment je veux organiser l'espace. C'est quoi travailler sur des sketchs ? C'est-à-dire que j'ai des feuilles et je dessine. D'accord. Donc, je dessine sur plan et ensuite, je me fais mes petites 3D en dessin manuel avant de passer donc, sur des logiciels de 3D et ensuite sur Illustrator pour faire mes petits croquis, mes petits dessins tout jolis. Et après, je fais une présentation. Donc là, je fais des planches tendances pour amener le concept. Parce qu'en général, j'essaye de toujours trouver un concept, un fil rouge pour amener le client vers ce que je veux faire, en fait, pour qu'il comprenne mieux mon idée de fond. Et ensuite, les 3D ou les croquis les aident en fait à mieux visualiser l'idée, l'espace, à mieux appréhender en fait le projet. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on me fait souvent assez confiance. Donc, Et après, tu te lances, tu le mets en place. Et après, je me lance. Voilà. Donc, j'ai un... Voilà, alors je suis très bien accompagnée, j'ai une équipe technique qui est super, avec qui je travaille depuis très longtemps, et ça c'est hyper important, parce que c'est-à-dire que je leur fais des plans, je leur donne des cotes, etc., et que je sais que le résultat final sera juste impeccable. Et voilà, j'ai une équipe aussi de livreurs qui sont top. Enfin, en fait, je suis hyper bien entourée, et je pense que c'est important dans ces métiers-là où on est seul finalement, d'être entouré de personnes hyper qualifiées en termes de technique. Comme ça, on ne se trompe pas. Pour l'opérationnel. Pour l'opérationnel, ouais. En parallèle de tout ça, tu as une chronique dans l'émission Teva Déco avec Sandrine Dominguez où tu parles des tendances déco. Ouais. Comment t'en es arrivée à faire de la télévision ? C'est assez improbable, effectivement. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Déjà, j'étais hyper contente quand je voyais mon nom dans les crédits des magazines.
Et en fait, donc Sandrine Dominguez, qui est une très bonne amie de Anne Desnos, qui est la rédactrice en chef du Marie-Claire Maison, pour qui j'ai travaillé pour 2 scénographies assez importantes pour le Marie-Claire Maison. Et en fait, Anne Desnos a parlé de moi à Sandrine Dominguez, qui cherchait une chroniqueuse pour sa tendance déco. Et elle m'a laissé un message sur mon portable. Alors moi, j'ai rien compris. Je me suis dit... bon, elle doit chercher une scéno pour faire le décor de son plateau télé. Et donc, je la rappelle et elle m'explique qu'en fait, elle souhaiterait me rencontrer, etc. Je dis très bien, on prend rendez-vous. Donc, je débarque à la production. Et là, je me retrouve face à la productrice et à une caméra. Alors moi qui suis hyper timide en plus de nature, donc ça m'a complètement décomplexée la télé, hein, mais j'étais très timide naturellement et j'ai complètement paniqué. Enfin voilà, la productrice qui me dit parle-nous d'une tendance déco, donc j'étais là mais je sais pas, voilà. Et en fait c'était très finalement cohérent avec ce que je faisais parce que je passais ma vie dans les boutiques à faire du shopping pour mes sets, donc pour moi ça s'est fait très naturellement au final. Et donc et c'était pas trop stressant au début? Alors la première chronique, ça a été un enfer, j'ai pas dormi de la nuit. On t'a appris à parler devant une caméra? Ah mais pas du tout. Non, Je me suis lancée. Donc évidemment au départ c'était un peu chevrotant, hein, on va dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait. Et c'est pas du direct? C'était pas du direct, c'est-à-dire qu'on peut couper, qu'on peut reprendre. On tourne quand même en one shot. C'est-à-dire que c'est plus simple, on tourne 4 émissions en une journée, donc c'est plus simple. Et puis, je pense que ça sort aussi plus spontanément, en fait, de ne pas couper toutes les 5 minutes. C'est assez fluide. Et c'est vrai que, non, honnêtement, c'est un vrai moment de plaisir, on s'entend tous très bien. Alors toi, ta chronique consiste en quoi? Alors, ma chronique, en fait, consiste à décrypter une tendance déco. Et donc, en fait, je cherche des thématiques donc, j'essaye de ne pas être trop pointue, de trouver des problématiques plus que des thématiques. Par exemple, comment trouver une étagère décorative, une étagère murale décorative, voilà. Et à partir de là, je fais un shopping. Je fais une planche tendance aussi, parce qu'il faut déjà que mon sujet soit validé par la chaîne. Donc voilà, c'est eux qui valident. Et ensuite, quand tout est validé, hop, on passe au maquillage, au plateau. Et toi, tu fais venir des objets du coup sur le plateau? Ouais, en fait, je fais un shopping, donc une sélection d'une dizaine de produits qui viennent illustrer mes propos. Donc c'est assez facile pour moi parce que sans produits, je pense que ce serait plus compliqué de parler de produits qui sont juste en photo. Alors de les avoir sous la main, c'est beaucoup plus sensoriel. Ça me permet d'avoir une interactivité avec le reste de l'équipe aussi. Tu le disais, pour Teva Déco, tu rends les tendances donc accessibles, tu les décryptes, alors que pour Made in Design, tu es bien en amont, tu dois même les dénicher. C'est pas un peu schizophrène? Non, c'est super intéressant. C'est complémentaire. C'est hyper complémentaire. Et en vrai, le travail que je fais pour Teva Déco, c'est de la veille vraiment très pointue. Et j'essaye ensuite de passer tout ça au filet et d'en garder que ce qu'il y a de plus accessible. Mais le travail que je fais pour Teva Déco me sert énormément pour Made in Design. Et le travail que je fais pour Made in Design, inversement, me sert pour Teva Déco indéniablement. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a un peu moins de moyens, mais qui voudrait une déco tendance? Avec quels détails on peut pimper son intérieur? Avec quel objet, couleur ou matière, par exemple, il faut jouer? Alors, pour moi, la déco, c'est tellement personnel, en fait, que j'ai pas du tout envie d'imposer quelque chose, une tendance. Et puis voilà, la tendance est éphémère. Hein, donc, non, moi, je pars du principe qu'il faut vraiment suivre ses envies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet qui a pu aussi développer pas mal de sites de second-hand qui rendent déjà le design beaucoup plus durable. Second-hand, seconde main? Oui, pardon. Non, mais de seconde main. Et qui rendent le design plus intemporel. Et j'aime bien l'idée de ne pas jeter, en fait. Et j'ai toujours un peu peur de ça avec ma chronique de tendance déco. C'est que parfois, les produits n'ont pas été pensés forcément par des designers, etc. Donc, alors que moi, j'aime bien l'idée du produit qui reste, qui se transmet. Je suis très attachée, en fait, à l'objet. J'adore les objets. Donc, j'aime pas de me dire, potentiellement, ce truc était tendance. Donc, du coup, au bout de 6 mois, en fait, on passe à autre chose. Donc, c'est là toute la complexité aussi de ma chronique. C'est d'essayer de dénicher des produits pour tous les budgets, mais qui néanmoins ont ces petits trucs en plus
un peu sensoriel, émotionnel, qui va faire qu'on aura envie de le garder. Voilà, donc si je peux donner un conseil de déco ou de tendance, c'est de se laisser aller et de ne pas suivre les dictats, en fait, tout simplement. De s'écouter. Je crois que chacun des invités du podcast, toi, tu es la 24e, dit ça, c'est hyper intéressant. Quelles sont, alors, je reste quand même sur les tendances, quelles sont les grandes tendances déco du moment? Alors, sans aucun doute, c'est la tendance 70s. Là, j'étais à Milan en avril et c'était foisonnant de 70s, aussi bien sur les tissus. Donc, on a des lainages un peu chinés, on a le mouton bouclette, on a du cuir fauve, cognac, on a du noyer, on a du tubulaire chromé. Voilà, en fait, on est vraiment, je dirais, dans cet esprit hyper 70s, un peu à la Vanessa Seward ou APC, enfin tout cet univers-là qu'ils ont, hyper cool. Vraiment, j'adore, moi. Je suis hyper contente qu'il y ait ce retour-là. Et comment tu les repères, ces tendances? Comment tu fais pour avoir toujours une longueur d'avance? C'est à Milan, tu disais? Je pense que j'ai aiguisé mon œil à force de travail, de boulimie de l'image. Et c'est vrai que, en fait, je scanne. Et je faisais déjà ça lorsque j'étais set designer à temps plein, c'est que j'allais dans une boutique, je scannais. J'ai vraiment l'impression d'avoir un laser à la place des yeux et pam, pam, pam. Et à Milan, je fais exactement ça. Je passe d'un stand à un autre, d'une expo à un autre, et je passe tout au scan et je dis, ah ouais, ça, tendance plutôt art déco, tendance 70s, tendance Bauhaus. Enfin, voilà, c'est... Qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement? J'ai vu une très très belle exposition à Milan, vraiment magnifique. C'est Lambert et Fils. C'est une marque canadienne qui fait du luminaire. Et ils ont investi un espace industriel, décrépit, dans le nord de Milan, près de la gare. Et ils ont fait une installation avec ce luminaire qui est absolument majestueux, magnifique, qui est composé en fait de verres colorés, comme des layers de couleurs qui, pareil, viennent les uns sur les autres et créent une autre couleur. Enfin, c'était absolument magnifique. C'était une très belle installation. Ça aurait pu être de l'art contemporain aussi. Ils m'ont impressionnée par la qualité de leur luminaire, l'avant-gardisme, j'ai envie de dire aussi, de leur proposition. Et en plus, c'est une marque qui est assez éthique. J'aime beaucoup leur façon de travailler. Donc voilà, 100%. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien ? Je dois dire que vu que je viens du monde de la mode et du luxe, sur mon bureau, j'ai un Vogue avec tous les derniers défilés. En fait, la mode est toujours en avance par rapport à la déco. Alors, je sais que les délais se raccourcissent, mais quand même, c'est vrai que des choses qui étaient à la mode dans la fashion, il y a 2 ans, on les retrouve maintenant. Par exemple, le velours côtelé. Il y a 2 ans, on voulait tous un pantalon en velours côtelé. Aujourd'hui, on veut tous un canapé en velours côtelé. Et donc, oui, je m'inspire énormément. Il y a des vraies passerelles, toi, tu trouves, entre la mode et la déco. Oui, il y a des vraies passerelles. Alors, pour tes études, tu as fait l'Institut européen du design de Milan. Pourquoi Milan est une vraie référence dans le monde de la déco ? Pourquoi cette ville a toujours un temps d'avance, même sur Paris ? C'est vrai que c'est assez étonnant. Les Italiens sont toujours en avance, je dirais, en termes de design par rapport à Paris. Même l'événement du Fuori Salone, qui est énorme et qui rend le design accessible à tous, finalement, parce que toute la ville se transforme. Et c'est dingue, parce que tout le monde est hyper impliqué. Et tout le monde, en fait, a ce sens esthétique, a l'esthétique du design assez développée, autant que la mode, je dirais, à Milan. Et pour moi, c'était une vraie chance, en fait, de faire mes études là-bas. Au départ, franchement, je me suis inscrite à ce cours de scénographie. Je ne savais même pas tellement ce que ça voulait dire, la scénographie. C'était de la scénographie événementielle. Donc, je me suis dit, chouette, je vais faire quelque chose de créatif. Mais je ne sais pas trop ce que je vais faire, en fait. Je savais que ça avait un lien avec la mise en scène dans les boutiques, avec les vitrines, etc. Mais c'était assez vague. Et je suis arrivée là-bas et j'ai adoré. C'est une ville qui est foisonnante en termes de créativité à tous les niveaux. Donc je ne saurais pas l'expliquer, mais peut-être que c'est la légèreté des Italiens qui fait que ça marche, quoi. C'est vrai que les Italiens, on parle toujours de Memphis. Voilà. Il y a une certaine légèreté dans la façon d'appréhender le design. Ils ont toujours cette touche d'humour et en même temps cette précision dans le dessin. Et ils sont toujours avant-gardistes parce que
Voilà, aujourd'hui, on voit des grandes enseignes, des gros éditeurs comme Magis, Cartel, ils ont compris, on va vers l'éco-design. Voilà, ils ont passé le cap. Aujourd'hui, c'est ça, il faut être éco-design et ils le sont. Ils sont très forts, il n'y a rien à dire. Quel est ton parcours? On n'en a pas encore parlé. Mon parcours, alors du coup j'ai fait l'Institut européen de design à Milan. Ensuite j'ai bossé 1 an, donc j'ai fait plusieurs stages pendant mes études. Avant tu voulais faire quoi, petite par exemple? Pourquoi tu as fait l'Institut du design? Alors je voulais être archéologue et en fait finalement c'est assez lié au métier que je fais aujourd'hui parce que je voulais être archéologue pour trouver des trésors. Et surtout des pierres précieuses parce que j'adore tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Et voilà, donc j'étais déjà très attachée à l'objet. Donc je pense que c'est assez cohérent d'avoir choisi faire une école de design. Alors j'ai fait beaucoup de dessins aussi, beaucoup de céramique. Voilà, l'idée c'est que j'avais cette sensibilité artistique, mais je voulais pas être une artiste parce que je sentais que ça allait pas me suffire. Et donc j'ai cherché et en discutant autour de moi, donc ma tante m'a dit mais tiens, mais pourquoi tu ferais pas ça? J'étais à Londres, il y avait une super expo, tu pourrais être scénographe et faire des décors pour des expos d'art en fait. Et j'étais mais c'est une super idée. Et donc je voulais retourner à Milan parce que j'ai grandi en Italie. Sur la côte Ligure et c'est vrai que Milan, je connaissais cette ville comme référence de la mode et du design, du coup je me suis dit c'est cohérent d'aller là-bas et donc voilà, donc j'ai fait cette école, des stages tout de suite. Dans ma classe on n'était que 7 avec des profs professionnels, donc des architectes, des scénos, des designers qui nous emmenaient sur le terrain tout le temps, donc très vite j'ai compris que je voulais bosser. Je voulais pas faire des études à rallonge. Non, je voulais mettre la main à la pâte, commencer à dessiner, produire, voilà. Voilà, j'ai fait des expériences. J'ai fait pas mal de vitrines, des belles vitrines pour Moschino aussi, où j'étais vraiment la petite main, où j'ai cousu, je pense, 1000 boutons à la main pour réaliser une vitrine. Enfin, des belles expériences. Et ensuite, j'ai rejoint une agence de événementiel, en fait, à Milan. Donc, on faisait des events et moi, je m'occupais de toute la partie de toute la scéno, donc la partie créative. Donc c'était des events corporate plutôt. Voilà, ça manquait un petit peu de créativité pour moi. C'était une bonne école, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit allez, on va à Paris. Et j'étais très jeune, j'ai voulu commencer à bosser tout de suite. Et on m'a dit mais t'es trop jeune, il va falloir faire des stages. Donc j'ai commencé par faire des stages et petit à petit CDD, CDI, voilà. Donc j'ai commencé dans une agence qui s'appelle le Public System en fait, une agence qui fait de la pub et de la com. Et donc j'étais dans la partie créa. Donc je faisais des scénos pour des énormes projets à plusieurs millions, pour des grandes marques, Nespresso, la BNP, Renault. On répondait à beaucoup d'appels d'offres. Je faisais surtout des plans, de la plantation, des dessins. Et bon, après, c'est vrai que le projet est parti à la prod et nous, on n'avait plus trop notre mot à dire, quoi, voilà. Donc c'était une belle formation. Ensuite, j'ai fait du design commercial pour une boîte, une plus petite boîte. Et très vite, en fait, je me suis mise en free parce que j'avais besoin de m'exprimer toute seule. J'en avais un peu marre d'avoir, disons, des supérieurs... je me sentais assez cloisonnée en fait, j'avais besoin de m'exprimer, donc j'ai eu beaucoup de chance. En fait j'ai fait des très belles rencontres dans mon parcours et j'ai eu beaucoup de chance. Les gens m'ont fait confiance tout de suite malgré mon jeune âge et ma voisine en fait était productrice aux éditions Jaloux et donc ça faisait un petit moment que j'avais en tête en fait de lancer ma boîte. J'avais déjà fait une expo pour un très bel événement Place Vendôme pour des artisans qui s'était super bien passé. Et donc voilà, ma voisine qui m'appelle parce qu'elle avait besoin d'un set designer pour un shooting mode pour l'officiel. Et donc elle me dit Pauline, je dis bien sûr, je sais faire. Évidemment, j'avais jamais fait, mais j'ai réussi, c'était super. Et ça s'est super bien passé. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a un photographe, un make-up artiste, un hairstylist. Enfin, il n'y avait que des gens créatifs, talentueux. Et pour un résultat immédiat. Parce qu'en fait, tu shootes, tu vois direct si ton set est canon. Enfin voilà, ça marche tout de suite. Donc j'ai adoré la magie en fait du set design. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté quoi. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Avant d'arriver. Et ça fait combien de temps que tu es chez Made in Design ? 1 an.
Ça fait 1 an. Et eux, ils acceptent que tu sois en même temps chroniqueuse pour Oui. C'est en parallèle. Ouais, c'est mon side job, comme on dit. Donc, j'ai plus le temps pour faire du set design. J'ai essayé au début, j'avais des vitrines pour Claudie Pierlot à Rome, etc. Bon, je l'ai fait parce qu'il fallait clôturer un peu tout ça, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois à 100% focus made in design pour bien faire mon boulot. Donc, et je regrette rien, en fait. Je suis hyper contente aujourd'hui. J'ai un poste super enrichissant. Je fais des photoshoots aussi ici, hein, donc à la rigueur, non, ça me manque pas. Alors, pour imaginer encore mieux ta façon de travailler avec ces différentes casquettes, on va inventer une semaine type. Par exemple, que fais-tu le lundi à 10h? Des mails. Le mardi à 17h? Je commence enfin à travailler, à produire, parce que c'est vrai que mes journées avant sont hyper remplies en réunions, en call, en mail, enfin tout ça, en rendez-vous, et qu'à 17h, je peux enfin me mettre sur mes planches tendances, sur mes croquis, sur la partie créative, voilà, et la production du coup. Le mercredi à 13h? Je déjeune dans la cuisine avec les collègues. Où nous sommes installés. Exactement. Le jeudi à 20h? Le jeudi à 20h, alors soit je suis avec Catherine et on refait le monde du design et on a plein d'idées foisonnantes, donc Catherine, ma boss, soit je suis en train de boire du rosé en terrasse avec mes copines. Mais elle est où ta boss du coup? Parce que comme je ne l'ai pas rencontrée, elle n'est pas dans ces bureaux-là. Non, elle est à Grenoble, notre siège est à Grenoble. D'accord. Voilà. Le vendredi à 14h? Je rentre en réunion. En réunion pour faire un point sur la semaine. Sur les différents projets. Sur les différents projets, où je rencontre un designer, où je rencontre une nouvelle marque. Voilà. En général, c'est des meetings à 14h. J'aime bien, après le déj. Quel a été le projet sur lequel tu as adoré travailler? Un projet il y en a plusieurs. Hein. J'ai vraiment pratiquement adoré tous mes projets parce qu'il y a toujours une histoire qui se cache derrière et dans la construction du projet. Mais je dirais qu'il y a un shooting pour l'Express Style. Le photographe, c'était Matthew Brooks. Il y avait Laetitia Casta en mannequin. Et j'ai adoré faire ce projet parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. En fait, Matthew Brooks m'avait montré des images d'inspiration. C'était des photos de Irving Penn, une moquette posée sur un fauteuil, donc il créait une forme un peu bizarre à cette moquette qui était complètement déchiquetée, vieillie. Et donc, je me suis dit, ah là là, je vais devoir passer mon week-end à vieillir de la moquette. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis installée dans le studio photo et j'ai poncé une énorme moquette grise. J'ai mis des pigments blancs pour la vieillir, en fait. Et là, le jour du shooting, donc c'était dimanche, la magie a opéré. C'était franchement un magnifique set. J'ai trouvé ça sublime. Laetitia Casta sublime. Ses enfants sont arrivés sur le set. C'était assez magique. Et j'adore ces moments-là dans le set design, en fait, où il y a une vraie esthétique, en fait, et une vraie magie qui se crée. Ça a l'air très cool. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille, un aspect négatif chez Made in Design ou dans ta vie en général avec ce métier? Alors, moi j'adore. Vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Vraiment, c'est tout le temps des rencontres vraiment super de designers, d'artistes, de personnalités. C'est un travail très créatif, hyper stimulant. Je suis hyper contente. Après, c'est sûr que quand j'étais en freelance, je travaillais tout le temps. Donc, ça demandait énormément d'énergie, du temps pour les clients, beaucoup. Et tu déconnectais pas beaucoup? Et je déconnectais jamais, même en vacances, j'étais en fait sur mon ordi, sur mon téléphone. Donc là, La difficulté, c'est peut-être ça, de pas réussir à décrocher, d'avoir tout le temps les sens en éveil pour... Oui, c'est ça, c'est d'être toujours hyper à fond. Mais je dois dire que ça s'est calmé avec Made in Design. Je suis salariée, hein, donc on ne passe pas le dimanche. On bosse le samedi? Non. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux, notamment Instagram? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu l'utilises plutôt en pro ou en perso? Instagram, pour moi, c'est du pro. J'adore ce réseau social parce qu'en fait, c'est une source d'inspiration inépuisable. Pour moi, ça me permet de découvrir des nouveaux créateurs, des nouvelles marques, des nouveaux produits. J'ai suivi le défilé Jacquemus sur Instagram, par exemple. Voilà, Non, je trouve que c'est super. Après, effectivement, il y a des déviances. Il y a certaines personnes qui l'utilisent vraiment plus comme un journal intime, je dirais, que comme un outil professionnel. Mais je ne les suis pas forcément, ces gens-là. Oui. C'est comment chez toi? Quel est ton style déco à toi? Très, très éclectique, parce que
Comme je te disais avant, j'adore les objets, donc j'ai beaucoup d'objets. Donc j'ai la chance maintenant d'avoir un grenier immense. Mais non, je m'attache beaucoup aux objets. Donc j'ai un style très mélangé parce que j'ai beaucoup de pièces que j'ai récupérées de mes shootings. Donc j'ai aussi bien une table de cuisine qui est en fait une table de marché en bois hyper usée, voilà, qui fait très table de campagne en fait, que des pièces design hyper pointues. Que des icônes, voilà, en fait j'ai un peu de tout, qui se mélange, mais c'est un mélange qui me ressemble en fait, je dirais. Est-ce que le fait de voir constamment de nouvelles inspirations te donne envie de changer régulièrement cette déco ? Jamais, j'adore mes objets, et en fait la déco je la change ailleurs. En fait, je la change dans le showroom, je la change chez les clients, je la change constamment. Donc en fait, je suis bien chez moi avec mes objets. Est-ce qu'il y a un mouvement ou des figures de la déco que tu aimes particulièrement ? J'adore les frères Castiglioni. Pour moi, c'est vraiment l'excellence du design. Ils ont tout compris. C'est justement cette légèreté dont je parlais et en même temps cette précision. Parce que tous les produits et les objets qu'ils ont dessinés sont d'une extrême précision en termes de design et de fonctionnalité, mais toujours avec cet humour, ce décalage, cette légèreté. Voilà, la Snoopy par exemple, qui est en fait une lampe magnifique. Enfin, c'est ce socle de marbre qui part en diagonale avec ses abat-jours énormes, et en même temps, la référence c'est Snoopy, donc une image populaire hyper décalée. L'arco. Voilà, cet arc qui est magnifique, qui est juste mon objet du désir absolu. Et en fait, donc ce luminaire a une base en marbre aussi, avec un trou à l'intérieur. Et c'est pour le déplacer, parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre le manche de balai à l'intérieur pour pouvoir déplacer la lampe qui est trop lourde. Ah bon ? Voilà. Je savais pas. Oui, non, mais voilà. Et donc, j'adore en fait l'idée, le concept. Et à chaque fois, ils allaient plus loin. J'allais te demander quel est l'objet ou le meuble dont tu rêves, mais tu viens de me dire oui, peut-être. l'arco. Ouais, l'arco. Ouais, j'en rêve. Après, c'est vrai que j'ai aussi en tête la Sella, qui est en fait un tabouret toujours des frères Castiglioni. C'est en fait une selle de vélo sur un tube en métal qui tient à moitié sur une espèce de bascule. Donc il y a un jeu d'équilibre et c'est hyper cool. Où est-ce que tu fais ton shopping déco ? À part sur Made in Design, bien sûr. Bien sûr. Non, je chine beaucoup. Ouais, je chine. J'aime bien les objets qui ont vécu, qui ont une petite patine. Tu as seulement 31 ans, si je ne me trompe pas. Tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois entourée de beaux objets de design, toujours. Et peut-être écrasée par un carton aussi, parce que je déballe beaucoup de cartons. Pourquoi écrasée par un carton ? Ah, pour ton... Non, ça c'est la blague. C'est à chaque fois je dis je vais finir écrasée par un carton. Parce que je passe ma vie à recevoir des colis, à déballer, à sortir. Mais c'est à chaque fois Noël, en fait. Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill. Question à 9,90 €, le prix d'un album sur iTunes. Tu as grandi en Italie. Est-ce que tu sais quel est le plus grand tube italien de tous les temps ? Très bonne question. Je dirais Gloria de Umberto Tozzi. Ah, mais je suis pas loin, c'est Umberto Tozzi. Et ben voilà, pas mal. J'adore, je l'ai sur mon portable, évidemment, oui. Tu l'écoutes parfois ? Ah, mais je l'écoute tout le temps. Ah oui, j'adore. On arrête. Question à 399 €, le prix d'une télévision. Tu travailles pour Teva Déco, mais tu as des concurrents sur France 5 et M6. Alors, tu es plutôt Stéphane Thébault ou Stéphane Plaza ? Plutôt Thébault, je dirais, ouais. Parce qu'il nous balade dans des villes, je trouve que c'est sympa. C'est plus complet. Ouais, je trouve que ça, c'est complet. Question à 4,90 €, le prix d'un pot de moutarde, parce que je crois que tu es né à Dijon. Alors, pour ces vacances d'été, est-ce que tu préfères partir à Dijon, mais dans une sublime maison design, ou à Minorque, the place to be, absolument canon, mais dormir dans ta voiture ? Alors, je rebondis juste sur ta question parce que je la trouve vraiment trop rigolote. Mon père travaillait chez Amora, il faisait de la moutarde. C'est pour ça que je suis née à Dijon. C'est vrai ? Oui, c'est la vérité. Donc voilà, t'as vu juste. Et je pense que je préférais aller à Minorque et dormir dans ma voiture. Dans ta voiture. Ouais, je préfère l'expérience un peu wild plutôt que le côté un peu trop plan-plan, même si c'est dans un cadre magnifique. Merci beaucoup, Pauline. De rien, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.